Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube J'ai rendez-vous avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de psychanalyse. Je suis reçue par Catherine Bédigis qui nous accueille pour nous parler de tout ça. Catherine, bonjour. Bonjour Valérie, merci de cette invitation. Et merci de me recevoir et de bien vouloir nous parler un peu de la psychanalyse pour éclairer les personnes qui ne connaissent pas, parce que bien souvent, il y a cette question qui est posée, quelle est la différence entre la psychanalyse, la psychologie, la psychothérapie, voilà, et toutes les formules qu'il peut y avoir en psycho. Alors Catherine, dans les grandes lignes, qu'est-ce que la psychanalyse? Alors, la psychanalyse, elle est issue des travaux de Sigmund Freud, 19e siècle à peu près. Elle repose sur l'idée que nos comportements, nos émotions, nos choix, sont en partie déterminés par l'inconscient. Et donc ça, c'est le mot-clé, l'inconscient en psychanalyse. Donc en fait, on va essayer de mettre des mots, le travail psychanalytique consiste en ça, c'est d'aller mettre en mots ce qui échappe à la conscience et qui va permettre de se libérer de choses qui nous embêtent dans la vie quotidienne. D'accord. Alors, euh, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement, comme vous venez de le dire, se libérer de certaines choses, mais au-delà encore plus, si on va un tout petit peu plus loin. Alors, en fait, quand une personne va s'engager dans une psychanalyse, elle va aller à se confronter à ce qu'on appelle ces conflits intérieurs, Oui. hein. C'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que la personne, se sent mal. Consciemment, elle peut identifier des choses et même si elle arrive à répondre à certaines questions, bah, ça marche toujours pas, hein. Donc il y a différentes thérapies, qui existent, et vous en avez fait, l'éloge dans vos reportages. Donc certaines choses vont marcher pour certaines personnes et puis d'autres vont rester avec ce questionnement permanent. D'où vient, le conflit que je ressens à l'intérieur de moi-même? D'accord. Ok. Alors, Catherine, peut-être vous pouvez vous présenter un petit peu à nos auditeurs, expliquer un petit peu votre parcours et comment vous en êtes venu, vous, à la psychanalyse et à vous former en psychanalyse. Et déjà, est-ce qu'il y a une formation en psychanalyse? Voilà. Alors, en fait, mon parcours mêle un peu le personnel et le professionnel. Donc, j'ai 60 ans, je suis maman de deux grands-enfants et récemment mamie. Voilà, on est dans un schéma assez classique. Euh, j'ai fait énormément de thérapie tout au long de ma vie. J'ai découvert des thérapies, ça m'a, enfin, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychologues cliniciens, j'ai vu des gens qui faisaient l'hypnose, le MDR. Toutes ces thérapies ont apporté quelque chose. Ça, c'est indéniable. C'est vrai qu'il y a pléthore de thérapeutes et c'est bien de faire effectivement aussi une définition précise de tous ces thérapeutes. Ceci étant, je suis quand même restée avec un questionnement. J'en parlais tout à l'heure, il y avait quand même des questions qui ne trouvaient pas de réponse. Donc, j'ai entrepris des études à 50 ans de psychopraticienne pour mieux comprendre en fait comment le psychisme fonctionnait. Ce qui me permet aujourd'hui de faire des thérapies beaucoup plus rapides ou brèves que la psychanalyse.
Mais je n'avais toujours pas mes réponses à mes questions. Donc j'ai entrepris une analyse. Voilà. Je suis allée voir une psychanalyste qui là, ça a été effectivement formidable pour moi. Quand on trouve en fait le thérapeute ou la thérapie qui vous convient, là, le champ des possibles s'ouvre. Donc, j'ai pu aller au plus profond en fait de mon questionnement, retrouver des émotions que j'avais refoulées, oubliées. Un travail très particulier, l'analyse, hein. Il faut vraiment se confronter à ses conflits intérieurs. C'est un travail un peu long, mais on ressort avec une certaine liberté retrouvée. On se retrouve, heu et on a l'impression d'exister, voire peut-être même de renaître. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne la psychanalyse? Euh, Ce questionnement, est-ce que c'est un questionnement que l'on se fait à soi-même? Est-ce que c'est le psychanalyste qui pose des questions ou pas du tout? Comment ça fonctionne? Alors, on va se baser quand même sur toute une théorie. Freud a beaucoup travaillé, d'autres psychanalystes ont aussi apporté beaucoup d'autres théories. Chacun a. Je veux dire, la psychanalyse, c'est quelque chose de vivant, en fait, par rapport même à la société, l'évolution de la société. Les mots d'aujourd'hui ne sont pas les mots MAUX, ne sont pas les mots du 19e siècle. Oui. Donc, forcément, la psychanalyse, comme toutes les thérapies, sont en constante évolution. Mais les fondamentaux restent. Pour un psychanalyste, il y a toujours ce trio dans le psychisme, juste pour faire un petit peu un éclairage pour vos auditeurs. On va parler de trois choses importantes en psychanalyse qu'on appelle le ça. Le ça, c'est le petit enfant. Le petit enfant, quand on est impulsif, on veut tout de suite. Ensuite, il y aura le moi. Ce fameux moi qui est plutôt l'adulte qui va faire en sorte de vivre la vie en pesant le pour et le contre de ses décisions, etc. Et puis il y a le surmoi. Ce surmoi qui est le parent intérieur qui a mis les règles. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. En règle générale, dans la grande majorité des gens, les personnes vont bien parce qu'en fait, il va y avoir une harmonie entre le ça, le moi et le surmoi. Là où ça coince, c'est qu'effectivement, quand il y a une distorsion entre ces trois axes comme ça de structure, là, c'est la catastrophe. Et donc, les personnes vont se sentir mal. C'est vraiment mal dans le psychisme, mais mal aussi même dans leur corps. Tout est lié. Donc, certaines personnes vont continuer à vivre en ayant ce mal-être qu'ils vont soit diffuser et donc vivre avec, soit ils vont avoir des comportements qui deviennent vraiment difficiles, non seulement pour eux, mais également pour leur entourage. Et donc, on va faire appel à différentes thérapies. La plupart des personnes, effectivement, ne connaissent pas forcément le thérapeute ou la thérapie qui leur convient. Donc, on va essayer des choses. Et chacune de ces choses va apporter une pièce au puzzle. Et puis, ça peut s'arrêter là. Par contre, il y a des personnes qui, même si elles ont testé des choses, vont continuer à se dire mais je ne vais toujours pas bien et je ne sais pas pourquoi.
Alors là, comment intervient la psychanalyse? Comment ça fonctionne concrètement dans une séance? Qu'est-ce qui va être différent, voilà, d'une psychothérapie? Pourquoi la personne, le patient, peut, aller plus loin, plus profondément s'il n'a pas réussi à y aller avec une autre, thérapie? Alors, en fait, le principe de la psychanalyse, au 19e siècle avec Freud, c'était le divan, 3-4 séances, par semaine et cetera. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire, ce genre de choses. Par contre, on va garder l'essence, hein, de la séance, analytique. Le patient va, avoir une liberté de parole complète. C'est-à-dire qu'on va être en situation d'écoute. Il va se livrer, avec cet, environnement particulier où, il n'y aura pas forcément de questions de ma part, il n'y aura pas d'orientation, il n'y aura pas «j'écoute». Le patient va livrer une histoire, qui peut avoir différentes orientations. Il va parler de quelque chose, il va rebondir sur autre chose et cetera. Le fait je vais juste revenir sur le principe du divan, le fait d'être allongé, c'est très important, Mmh. hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des mécanismes de défense, où on ne va pas s'autoriser à dire les choses comme on voudrait les dire. Mmh. Le fait d'être allongé, de ne pas regarder le psychanalyste, de ne pas avoir ce regard jugeant Mmh. quelquefois, qu'on peut avoir avec en face à face avec un thérapeute, mais en fait, le patient va partir dans une liberté d'expression et nous, psychanalystes, on va écouter son histoire. Alors, je rebondis sur le fait de dire quelquefois, j'ai l'impression que mon psychanalyste dort, il m'écoute pas, et cetera. Non, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, notre écoute, elle va être dans une autre dimension. On va s'attacher justement aux difficultés du patient. On va détecter dans des lapsus, dans des répétitions, dans des symptômes, la façon dont il va aussi se comporter physiquement, hein, sur le divan. Est-ce qu'il va être recroquevillé? Est-ce qu'il va être détendu quand il parle d'un sujet et cetera? On est là plutôt, en observation et surtout en alerte sur les principales, hem, les principaux mots, les principales Mmh. phrases qui vont effectivement nous dire: «Ça, je le mets dans un coin de ma tête, mais je vois où, est le problème». Mmh. Dans ce cas-là, quand vous détectez voilà, des problématiques ou des choses qui semblent importantes, est-ce que vous allez à un moment ou à un autre de la psychanalyse faire un retour au patient ou est-ce que vous le laissez au fil des séances continuer à élaborer pour que de lui-même, je dirais, que lui-même prenne conscience, on va dire, de ce qu'il a pu dire dans les séances précédentes? Ou est-ce que vous, quand même, vous amenez de l'eau à son moulin, si je peux dire? Alors, c'est peut-être la différence en fait, hein, entre un psychologue clinicien qui va effectivement avoir une espèce d'échange comme ça, hein, de répartie. Bon, dans sa tête, le psychologue clinicien va vouloir établir un diagnostic. Ouais. Nous, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, la réponse doit venir du patient. Nous, on est vraiment euh, l'intermédiaire qui va l'aider à trouver sa réponse. On n'a pas de réponse toute faite. Alors, pas forcément pour trouver une réponse, mais voilà, vous dites on est l'intermédiaire qui va l'aider à trouver sa réponse. Pour que ce soit un petit peu plus clair pour les personnes qui nous écoutent, de quelle manière vous l'aidez à trouver ses réponses? Alors,
On va rebondir, par exemple, lorsque le patient nous parle, sur un lapsus qu'il a fait, D'accord. sur une contradiction, euh, sur un schéma répétitif. Et c'est là où on va simplement, avec un mot, par exemple, relancer sa réflexion. Il ne faut pas oublier que le patient, il est dans une situation d'écoute totale. Donc il se livre. Et c'est pas facile au début. Donc c'est pour ça que les premières séances, effectivement, certains patients ont besoin d'être rassurés quand même. Le fait d'avoir une personne qu'on ne voit pas et qui vous écoute, on peut être un peu perdu. Donc oui, je ne suis pas de formation lacanienne, donc oui, je parle. Et je rassure quand même. Mais effectivement, par rapport au dialogue que le patient va se faire à lui-même, oui. Le rôle du psychanalyste va justement être de repérer les choses qui vont l'amener à réfléchir différemment. Ça peut être par exemple une question qui est posée du style est-ce que là on parlait du lapsus, est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce lapsus? Quel sens est-ce qu'il a pour vous? Exactement, tout à fait. Ça va être de dire, parce que le patient va dire ah non, non, je me suis trompé. Et là, l'inconscient revient effectivement. Non, il ne s'est pas trompé. Il y a une vraie volonté de l'inconscient d'ouvrir une porte en disant au secours, il y a quelque chose qui doit sortir. Mais consciemment, la personne ne se rend pas compte et bien souvent, mais ça arrive dans la vie de tous les jours. Oh, je me suis trompée, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Et donc là, notre rôle, ça va justement être d'amener une réflexion pour dire, mais pourquoi effectivement ce mot-là est sorti? À quoi ça vous fait penser? Qui l'a déjà dit dans votre entourage? Vous voyez, on va comme ça essayer d'aller dans un axe un petit peu différent que la personne n'avait pas pris au départ. D'accord. Et donc, la personne, en parlant, en déroulant ses idées ou ce qu'elle raconte ou ses questionnements, il y a une forme de lâcher prise qui se fait, qui permet à l'inconscient de glisser, j'ai envie de dire, ses propres phrases et ses panneaux indicateurs pour que justement ce qui est dans l'inconscient monte au conscient. C'est tout à fait ça, sachant qu'on a vu tout à l'heure, il y avait ce trio infernal. Quand il n'est pas en harmonie, qui peut effectivement causer énormément de dysfonctionnement. Et donc, le fait de prendre conscience petit à petit que, en fait, l'histoire que je me suis créée de ma vie, est-ce que c'est vraiment mon histoire ou est-ce que c'est des éléments extérieurs qui ont fait que ça devait devenir mon histoire? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le patient commence à prendre une liberté qu'il n'a pas, c'est de réfléchir sur qui je suis réellement. Et donc, on va remonter effectivement comme ça le fil par des événements qui sont restés inconscients dans son histoire, dans sa structure, et qui va lui permettre petit à petit de reprendre la main sur son moi, sur ce qu'il est réellement. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez quelques exemples de patients qui ont libéré certaines problématiques ou qui, en prenant conscience voilà, d'un fonctionnement ou d'une fausse interprétation aussi d'événements de leur enfance, par exemple, de fausses croyances, qui ont pu, grâce à la psychanalyse, changer ou leur comportement ou des blocages dans leur vie? Alors,
J'ai l'exemple d'une femme d'une 55 ans à peu près, hem, qui vient me voir, parce que ses enfants lui ont dit d'aller voir un psy. Et donc là, un psy, ça lui paraissait vraiment savait pas. Donc voilà, elle en avait vu dans son plus jeune âge, mais et donc cette personne, elle vient parce qu'une de ses filles lui a dit, «Maman, on en a marre de te voir triste». Mmh. Et donc elle me dit: «Mais je suis pas triste, je suis, tout va bien» et donc là, c'était intéressant parce que ça arrive souvent ça, que les personnes ont un regard sur elles-mêmes et puis, s'aperçoivent que les autres ont un autre regard. Mmh. Et là, questionnement. Mais pourquoi je ne renvoie pas l'image, de ce que je suis? Pourquoi les autres me perçoivent autrement? Donc, c'était intéressant de voir effectivement, pourquoi est-ce que les personnes la percevaient triste alors que pour elles tout allait bien. Mmh. Donc le travail, psychanalytique, a été déjà de voir pourquoi l'émotion de la tristesse l'avait tellement perturbée. Mmh. Ça, c'était intéressant. Hem et puis cette tristesse, au fil des séances, en fait, on s'est aperçu que c'était plutôt de la mélancolie Mmh. et ça, elle ne savait pas. Hein, elle découvrait qu'en fait, bah, cette tristesse, effectivement, elle l'avait depuis un petit bout de temps. Mais le déni, Oui. le refoulement, hein, donc très important en psychanalyse, fait que l'inconscient, avait enfoui tout ça et que, elle avait l'impression d'aller bien, jusqu'à ce qu'on lui dise: «Mais non, tu vas pas bien». Mmh. Et le travail, qu'on a fait en séance, c'est qu'en fait, cette personne vivait énormément sur son passé. Mmh. Elle ressentait les émotions de son passé. Une grosse rupture après 30 ans de mariage, et pourtant c'était une femme dynamique, qui avait un emploi, qui était, forte et cetera. Sauf que lorsqu'on abordait le registre des émotions, il y en avait pas. Mmh. Ça lui semblait complètement étranger. Et là, c'est pareil. Mon travail a été de d'aller vers ce registre des émotions. C'est quelqu'un qui était extrêmement binaire. Mmh. C'est blanc, c'est noir. S'il y a un problème, il y a une solution. Pas du tout de nuances. Et le travail qui était important, qui m'a semblé important, c'est de l'amener, voilà, vers quelque chose, où elle acceptait de ressentir. Mmh. Et en fait, quand on a été, dans son histoire, elle s'est aperçue que dans la famille, on ne ressentait pas. Mmh. Les choses, c'était un milieu très intellectuel, très scientifique. Il n'y avait pas de place pour ressentir. Et donc là, ça a été une découverte. Consciemment, elle venait de comprendre que certaines émotions lui étaient complètement étrangères. En tout cas, il y avait comme un interdit d'exprimer ses émotions, puisqu'elle les avait, puisqu'elle les a enfouies à l'intérieur, Voilà, mais ouais. qu'à un moment donné, ça a transpiré tant et si bien que l'entourage s'est rendu compte, mais elle avait fait en sorte de ne plus les ressentir. Oui, pourquoi? Parce que, souvenez-vous, au début de l'interview, je vous parlais de ce fameux surmoi, ces règles. Mmh. Quand elles sont équilibrées, ces règles, tout le monde a besoin de règles. On vit dans une vie avec des règles. Mais quand elles sont excessives ou quand elles sont permissives, là, on a un déséquilibre. Et en fait, dans sa vie, elle avait des parents dont le père extrêmement autoritaire, extrêmement autoritaire. Une mère effacée, qui n'osait pas non plus
mettre ses émotions en avant. Et donc là, en fait, on s'apercevait que sa structure d'enfant, c'était une femme très intelligente, très merveilleuse, qui a une vie de famille merveilleuse, etc. Mais elle a conduit exactement la même chose avec ses enfants. Des enfants brillants, scientifiques, tout était effectivement sur l'extérieur, mais l'émotion était absente. Donc ce travail-là, effectivement, on l'a fait en analyse pour qu'elle puisse aller se reconnecter à son moi, à qui je suis, et qu'est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de pouvoir vivre, hein, qui m'était interdit par mon éducation. Pas de jugement, hein, on ne juge pas par rapport à ce qui s'est passé, et ça on le dit aux patients également, hein. On n'est pas là pour juger les parents, l'entourage, etc. On est là pour que vous puissiez vous libérer de quelque chose qu'on vous a dit de faire ou dit de ne pas ressentir, pour que vous puissiez exister, vous, aujourd'hui, avoir cette liberté. Alors j'ai une question. Dans cette analyse, dans cette compréhension donc des fonctionnements, est-ce que le patient reste au stade, alors c'était peut-être la psychanalyse plus ancienne, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui la psychanalyse a évolué sur ce plan? C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle a compris ses mécanismes, elle comprend, mais il n'y a pas l'accompagnement pour qu'elle puisse amener des changements et des modifications concrètes dans sa vie? Ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, la psychanalyse accompagne aussi pour que la bascule, j'ai envie de dire, du changement concret dans la vie puisse se faire? Je dirais que notre rôle n'est pas d'accompagner, justement. Je pense qu'il y a des thérapeutes qui sont très bien formés pour ça, quand il y a une difficulté à accepter ce que l'on vient de découvrir en analyse. En règle générale, quand la personne comprend d'où viennent ses conflits, comprend d'où viennent ses blocages, le sentiment de liberté retrouvée fait que la personne, en fait, elle n'a pas vraiment besoin d'être accompagnée. Je mettrai un bémol sur les personnes qui ont vécu des traumatismes. Là, on est dans quelque chose, on est dans un registre différent. Pour les personnes qui ont un mal-être qui s'est effectivement révélé lors de l'analyse, et sur lequel la personne va dire: Je m'autorise à le faire et je vais prendre effectivement le taureau par les cornes et je vais m'affirmer aujourd'hui. Alors, il y a des personnes qui sont effectivement plus ou moins outillées pour le faire, hein, les caractères sont tous, mais dans les personnes que j'ai suivies, je n'ai pas eu de demande particulière, parce que les personnes, c'est comme s'il y avait une renaissance, comme si, voilà, le bourgeon éclot, hein, pour prendre une image. Et en fait, on reprend énormément de force, énormément d'énergie. On se réaccapare, en fait, presque l'énergie qu'on nous a volée, grosso modo, hein. Tout le monde est venu nous demander des choses qui ne nous appartenaient pas, ont exigé des choses qu'on n'avait pas à donner. Tout ça, l'énergie, on n'en a plus, hein. Et donc le travail des séances fait que, bah, petit à petit, la confiance revient, l'estime de soi revient. Et puis on appelle bah, des choses positives aussi à revenir en nous, hein, c'est-à-dire qu'on va voir la vie beaucoup plus belle Ouais. aussi. Pardon. Et vous avez vu que les personnes, du coup, se sont positionnées différemment dans leur vie. Elles vous ont dit après, peut-être dans des séances suivantes,
que cette confiance retrouvée ou ces interdits libérés, elles se sont positionnées autrement. Elles ont réussi, par exemple, cette patiente, à exprimer les émotions, à peut-être voilà, dire non à quelqu'un, s'autoriser à amener de vrais changements, on va dire, concrets, dans le concret, pas seulement intérieur. Je crois que l'une des dimensions, qu'on oublie beaucoup quand on est, dans un mal-être, c'est la perte de désir, la perte de plaisir et je dirais la perte des liens aux autres. Ouais. Ce qui est important, c'est effectivement que cette personne, heu, a retrouvé du plaisir à éprouver des choses qui lui font du bien. Mmh. Elle a éprouvé le désir de le dire également, Mmh. hein, de le dire à ses enfants, Mmh. de ne pas les voir, je me souviens, j'avais demandé, quelles qualités, par exemple, vous mettriez en premier sur vos enfants? Au départ, c'était que des qualités intellectuelles. Mmh. C'est pas du tout dans l'émotion, c'est même des mots qu'elle n'arrivait pas à mettre Mmh. dessus. Eh bien ça, c'est une belle évolution. Bien sûr. Capable de voir les personnes dans une autre dimension. Le lien à l'autre, là, se transforme. D'accord. Alors j'ai une autre question. À partir de quel âge peut-on faire une psychanalyse? Est-ce que c'est accessible aux enfants? Aux enfants et à partir de quel âge? Alors, la psychanalyse, on est quand même sur, une maturité psychique, qui doit être là, Mmh. hein. Hem, on est sur, une disponibilité également qui doit être là, hein. C'est minimum une séance par semaine. Financièrement, ne nous voilons pas la face, il faut aussi être, avoir, donc, ce côté matériel. Ensuite, la psychanalyse pour les enfants existe, hein. Mélanie Klein, Dolto, ont, appliqué, certaines théories psychanalytiques sur les enfants. On va pas, travailler de la même De façon, la même façon. hein. Les enfants, ça va être avec le dessin, avec les jeux, voilà. Les adolescents, c'est pareil. Hem, j'ai eu, 2 adolescents, filles et garçons, pas du tout le même degré de maturité, hein. Le garçon adolescent beaucoup plus renfermé, donc là, le côté de psychopraticienne aide beaucoup. Par contre, la jeune fille, une jeune fille, de 15 ans, très gros mal-être, scarification. Là, on entre dans un registre où effectivement, on s'aperçoit que, il y a vraiment, une attente, différente, Mmh. hein. On n'aura pas la solution tout de suite, il va falloir vraiment travailler sur du long terme pour savoir pourquoi. Mmh. Pourquoi est-ce que je souffre? Donc je dirais, oui, l'âge adulte est la meilleure période. Parce que c'est là aussi où on va prendre conscience d'un mal-être et Mmh. qu'on a envie, d'aller mieux, Oui. hein. On va réfléchir, on va avoir aussi des choses dans la vie qui vont nous faire de plus en plus mal. Mmh. Et c'est là où on va se dire: «Il y a quelque chose qui Il y a va une pas». répétition, il y a Une quelque chose. répétition Mmh. de schémas. On parlait d'exemples tout à l'heure, un homme de 50 ans qui répète sans arrêt les mêmes choses, Mmh. dans ses relations amoureuses, dans ses relations professionnelles. Donc il y a un moment où il se dit: «Mais il y a quelque chose qui va pas». Qui va pas. Voilà. Ouais. Et donc là, mais on est dans une question, enfin dans un environnement, adulte, mature, hein, pour accepter de se confronter, pardon, à ces conflits intérieurs. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ou Mmh. qu'est-ce qui ne va pas chez les autres d'ailleurs, Oui. hein? Bien souvent, c'est la faute des autres, hein. Aussi. C'est pas, nous
on n'a pas de problème, c'est les autres qui C'est ont des les autres. problèmes. Et c'est ça qui est amusant parce que on va dépoussiérer aussi ce côté, hein, psychanalyse. Comme je vous disais tout à l'heure, elle a quand même beaucoup évolué. Oui. On a Moi, j'accepte les boîtes à outils, Mmh. hein. J'accepte les boîtes à outils parce que, hem, la société a tellement évolué, on se trouve devant des cas tellement difficiles et qui n'avaient pas été prévus, qu'heureusement, heureusement qu'on continue de se former, qu'on continue de lire, qu'on continue de s'intéresser aux autres, thérapies, heu et je crois que tout est complémentaire. Mmh. Et oui, chaque outil, chaque, thérapie évolue et évolue par rapport à toutes les découvertes qui peuvent, se faire justement. On parlait tout à l'heure, d'un livre de psychanalyse qui parle de l'énergie. Exactement, Voilà, et ça, c'est nouveau. et oui. Oh, alors je vais me mettre à dos les psychanalystes purs et durs, mais je vous parlais tout à l'heure dans l'exemple, effectivement, cette sensation que, la personne, avait passé son temps à donner son temps aux autres, Mmh. et à ne rien recevoir. Et oui, Donc si on transpose effectivement sur cette énergie, on est tous avec un capital énergie, et si on donne sans recevoir, petit à petit, on devient faible, et oui. hein. On se vide. On se vide, et quand on se vide, on crée un manque. Mmh. Donc en fait, tout est lié, et moi je trouve intéressant effectivement d'accepter que des choses, un peu différentes puissent, être complémentaires. Bien On sûr. n'est pas en confrontation permanente, hein, il y a plein de thérapies qui font énormément de bien, Bien sûr, et c'est complémentaire. et c'est complémentaire, tout à fait. D'accord. Donc les personnes vont voir, petit à petit que, voilà, leur valise, hein, ce qu'on appelait, vulgairement, «Ah, il a des valises, il a des valises». Oui, tout le monde a des valises. Tout le monde a des valises plus ou moins lourdes, Ouais, et tes valises, quand elles vous appartiennent, c'est un fait, mais quand elles vous appartiennent pas, c'est qu'est-ce ça. qu'on en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Et par loyauté, si ce sont des valises qui se transmettent, de famille en famille, hein, là on va parler du Mmh. transgénérationnel que vous connaissez bien, de la psychogénéalogie et cetera. Effectivement, on se retourne dans le passé, la famille, mais quel impact! C'est ça. Quel impact ça a! Mmh. Et donc ces valises, il va falloir à un moment, les laisser, sur le quai de la gare. Oui. Ça ne veut pas dire que les blessures qui peuvent se trouver dans ces valises-là n'ont jamais existé. Le but, c'est pas ça. Guérir, ça ne veut pas dire que les blessures n'ont jamais existé. Guérir, ça veut dire qu'elles ne nous contrôlent plus. Et ça, c'est important. J'ai été blessée, j'ai vécu des traumatismes. Oui, on ne va pas le changer. Mais comment je fais pour que ces blessures, ces traumatismes ne contrôlent plus ma vie au présent? Parce que la plupart des personnes qui sont dans ce mal-être, elles vivent que dans le passé. Que dans le passé. Et l'une des choses que l'analyse amène, c'est de revivre la dimension justement de la projection, du désir et du plaisir. À partir du moment où on retrouve ça, on est en avant. On ne désire pas ce qu'on a vécu. C'est ça. On n'éprouve pas de plaisir dans ce qu'on a vécu. On s'attache aux liens qu'on a eus. L'analyse, comme d'autres thérapies, hein, je ne suis pas sectaire, vont permettre justement d'aller chercher ce désir vers l'avant, le plaisir vers l'avant, le présent et les projets. Et le lien aux autres aussi, très important. Je vais peut-être arrêter de faire tout ce qu'on me demande. Mais d'où ça vient? Par l'analyse, on aura vu que, effectivement, les règles étaient très très dures. Donc, je vais m'en libérer, je vais avancer. Et ça, c'est intéressant.
pouvoir de dire non. Catherine, merci beaucoup pour voilà, toutes ces informations. Merci à vous. Et j'ai envie de retenir pour les personnes qui nous écoutent cette phrase que vous avez dite qui est quand même très importante, c'est-à-dire qu'on va regarder nos blessures, on ne va pas nier ces blessures, mais on ne va plus subir, on va dire, ces blessures qu'on a pu avoir dans la vie pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est une phrase qui me semble très importante parce que c'est ça, on ne nie pas les blessures qu'on a vécues, mais elles ne nous impactent plus. On les connaît, on sait qu'on les a vécues, mais on s'en libère. On s'en libère parce qu'effectivement, on va reprendre le contrôle. Tout à fait. Très bien. Alors, merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews. Si vous avez envie de poser des questions à Catherine, vous allez avoir à la fin de la vidéo sa carte de visite avec ses coordonnées. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires sous la vidéo. Et puis, si la chaîne vous plaît, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez vous abonner, liker et puis aussi en parler autour de vous. Alors, je vous dis à très bientôt.